Très bien, donc on continue sur le chemin de l'intelligence artificielle développementale. Alors le plan d'aujourd'hui, j'ai noté organisation dans le temps et l'espace, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on a surtout parlé d'organisation dans le temps. Comment l'agent allait organiser ses comportements au cours du temps, donc apprendre des séquences temporelles. Et comme j'avais introduit la semaine dernière, si on veut faire des agents plus sophistiqués qui interagissent avec le monde réel, c'est pas seulement un problème de s'organiser dans le temps, mais c'est aussi un problème de s'organiser dans l'espace. Donc je vais approfondir cette question aujourd'hui. Donc je vais parler du formalisme de couplage spatio-temporel qu'on a introduit sur la base de ce qu'on a vu les séances précédentes où le couplage entre l'agent et l'environnement était uniquement temporel. Puis ça va nous conduire à une architecture cognitive. Je présenterai ça, puis je vous présenterai des démonstrations. Et puis donc, deuxième partie, on fera comme avant, on va continuer les travaux pratiques dans la lignée de ce qu'on a commencé le mardi. Alors, je rappelle encore donc, nos bases théoriques. Donc, c'est toujours le même but, donc apprendre, découvrir, organiser, exploiter des régularités d'interaction dans le temps et dans l'espace. Cette fois, dans mon cours, je vais parler plus de l'espace. Donc, pour favoriser des critères innés, donc développer une forme de motivation propre pour les agents. Alors là, j'ai un peu reformulé. Là, avant, je disais, on va faire ça sans coder de présupposés ontologiques sur l'environnement. Donc c'est toujours vrai, mais maintenant avec l'idée qu'on va vouloir que l'agent construise par lui-même sa propre ontologie de la réalité. Donc j'avais expliqué brièvement ce qu'on entendait par ontologie, c'est-à-dire une connaissance de toutes les entités qui existent dans l'environnement. On va vouloir que l'agent découvre des entités dans l'environnement et construise sa propre connaissance, c'est-à-dire commence à arriver à les catégoriser en fonction des interactions qu'elles permettent. Et alors ça me conduit à introduire un nouveau concept que vous ne connaissez pas forcément, c'est le concept d'affordance. C'est-à-dire, alors donc je vais expliquer ça rapidement dans les prochains slides. Alors donc je vous rappelle que ce qu'on disait dans le cours précédent, donc il s'agit d'apprendre des séquences d'interaction, de pouvoir les abstraire, c'est-à-dire repérer des épisodes de séquences d'interaction qui sont significatifs, pouvoir les abstraire de manière hiérarchique, avec donc des épisodes courts qui sont des sous-épisodes significatifs qui peuvent être plus longs, et de façon à ce qu'à un certain niveau d'abstraction, ça matche des séquences qui vont proposer des comportements futurs. Après, on va sélectionner un comportement abstrait, donc qu'on aura construit avant, et qu'on va pouvoir réexécuter. C'est ça qui nous donne notre effet d'autoprogrammation, c'est-à-dire qu'il aura appris des séquences de comportements, après il les choisit en tant que séquence elle-même. Si vous voulez, le processus de décision de l'agent, il monte d'un cran, comme s'il arrivait à automatiser certains comportements de l'agent. On sait que les systèmes cognitifs font ça, vous faites ça en permanence. Par exemple, quand vous apprenez à faire du vélo, c'est typique. Donc vous créez des automatismes et après vous n'y pensez plus, donc vous dites bon, je monte sur mon vélo et en fait vous réexécutez automatiquement ces comportements. Et ce qui est important à voir, comme j'avais insisté, c'est que c'est pas seulement des actions que vous réexécutez, c'est bien des interactions. C'est-à-dire si on avait par exemple un robot qu'on mettait sur un vélo, qu'on enregistrait exactement ses mouvements, puis si après on le remettait une deuxième fois sur un vélo et qu'il réexécutait exactement les mêmes mouvements, il se casserait la gueule, parce qu'il ne s'agit pas simplement de réexécuter exactement des mouvements, donc il ne s'agit pas d'enregistrer des séquences d'actions, il s'agit d'enregistrer des séquences d'interaction, c'est-à-dire il s'agit d'être capable de réexécuter des interactions, c'est-à-dire de réexécuter ce couplage entre l'agent et l'environnement. Aussi l'autoprogrammation se fait à un plus haut niveau. On peut dire par exemple le langage, quand vous voyez quelqu'un, vous dites je vais dire bonjour, vous ne réfléchissez pas à tous les gestes que vous faites avec de la bouche pour prononcer le mot bonjour. En fait, vous avez complètement automatisé ça et vous déclenchez simplement ce comportement abstrait, je veux dire bonjour, et puis après vous ne pensez plus. Donc en fait c'est cette capacité à monter dans les niveaux de comportement
et une capacité absolument fondamentale de la cognition qu'on essaie de reproduire. Donc plus on monte, le fait d'avoir monté permet de monter encore au-dessus, donc de développer des comportements de plus en plus complexes, sans avoir de but prédéfini. C'est-à-dire on ne sait pas où on va en fait. C'est juste qu'on prend des habitudes, on maîtrise des comportements, et le fait qu'on maîtrise des comportements, on développe d'autres comportements plus élaborés. Alors j'avais dit que cet apprentissage purement séquentiel, il nous permettait déjà d'organiser nos comportements dans l'espace. Donc je vous avais montré cette expérience où les interactions étaient générées de manière distante. Il interagit à distance, en fait, en voyant ou en sentant un objet. Et simplement en apprenant des séquences d'interactions, on pouvait générer différents comportements. C'est-à-dire que pour lui, son monde, en fait, c'est un monde purement séquentiel, c'est ces séquences d'interactions-là qu'il apprend, donc soit celle-là qui apprend. Mais pour nous, quand on le regarde, en fait, il est en train de se déplacer dans l'espace. Mais lui, il ignore complètement qu'il est dans l'espace. Il n'apprend que ça. Et donc, comme je disais, maintenant, le problème, c'est d'aller plus loin. Donc, si je reprends l'exemple que je vous avais montré la semaine dernière, j'espère ce qu'il va jouer cette fois. Donc, ça fonctionne comme ça, hein, c'est-à-dire qu'il détecte des cibles, mais sauf que là, il peut en détecter plusieurs. Il peut détecter les cibles saillantes. Donc, si j'interromps, en fait, la couleur, là, sur ses yeux, en fait, ça représente la cible sur laquelle il est en train de se focaliser. En fait, il a son champ visuel à 180 degrés. Donc, il voit plusieurs objets saillants. Il voit celui-là, celui-là, celui-là. Et il en choisir un. Alors, au début, il en choisit au hasard, ou le plus grand. Bon, là, il y a une grosse masse de voilà. Et puis, simplement, il a tendance à exécuter cet algorithme séquentiel que je vous avais montré, c'est-à-dire à se rapprocher, à apprendre à se rapprocher de ces objets. Puis après, quand il arrive dessus, et bien là, éventuellement, ça déclenche d'autres interactions. Donc, typiquement, s'il arrive sur un mur, il va se régner. S'il arrive sur l'autre poisson, il voit qu'il peut faire, sur son comparse, il voit qu'il peut faire des câlins. En fait, il sent le toucher de l'autre. Puis s'il arrive sur des poissons qui sont des cibles, là, il va se rendre compte qu'il peut les manger. En fait, ça déclenche le comportement manger de manière automatisée. Et donc, en fait, il va associer. Donc là, on a un mécanisme supplémentaire par rapport à cet apprentissage séquentiel qui est d'être capable d'associer entre ce signal visuel, si vous voulez, à distance, et l'interaction qu'on peut faire quand on arrive dessus. Donc par exemple, au début, il apprend que les murs, là, quand il arrive dessus, il se cogne, ça fait mal, donc du coup, après, il ne pourra plus aller vers le mur. Il apprend que ça, c'est assez indifférent, en fait, quand il arrive dessus, il passe à travers, donc ça n'aura pas un grand intérêt pour lui. Donc les poissons, ils vont apprendre que ça peut se manger, donc là, il va y avoir une interaction positive, qui est l'interaction manger. Et donc après, quand il va voir des poissons, il va plutôt avoir tendance à aller vers les poissons. Et puis pareil, quand il arrive sur l'autre, son comparse, là, eh ben, on a mis une interaction positive qui correspond à une interaction faire des câlins. Et donc il va avoir tendance aussi à aller vers son comparse. Donc on voit qu'il y a un autre niveau de mécanisme qu'entre en œuvre. C'est pas qu'un apprentissage séquentiel, c'est être capable d'être repéré des entités dans l'environnement et de regrouper, d'associer entre elles les interactions qui sont permises par ces entités dans l'environnement. Au niveau du pathfinding, il n'y a pas de pathfinding, c'est juste voilà, pour aller vers quelqu'un, plus il est proche, plus il est content, donc il aura tendance à se rapprocher. Pardon. Oui, alors voilà, c'est-à-dire que en fait, il a toujours pas de conscience de l'espace, si tu veux. Donc il est toujours pas capable de se repérer dans l'espace. Donc il trouve pas du tout de chemin. Il fait que réaliser les interactions, se rapprocher. En fait, le seul truc, c'est que c'est ça, il avance. Et, comme il est plus près, du coup, il est plus content, donc il va aller encore plus près. Et s'il voit qu'il s'éloigne, il se dit ah, il y a un truc qui va pas, donc il va bouger pour voir si ça donne. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est l'algorithme purement séquentiel, c'est cet algorithme-là, hein, qui réalise, comme je vous avais montré, qui avance ce comportement-là, c'est-à-dire il apprend ses séquences. Donc là, typiquement, il apprend que quand il avance, en fait, il prend l'habitude, mettons que quand il avance, de se recentrer, en fait. En gros, il fait ces deux choses, se remettre dans l'axe et de ravancer, se remettre dans l'axe et d'avancer, se remettre dans l'axe. Alors là, c'est flagrant
parce qu'il est sur la grille. Quand il est dans un environnement qui n'est pas une grille, bah, il fait un peu pareil, bien que, voilà, c'est ça ce qui lui donne son air de poisson. Donc c'est purement un apprentissage de séquence. Le seul truc, c'est que là, c'est plus compliqué parce qu'il peut voir plusieurs choses à la fois, tandis que dans l'autre exemple, il voit qu'une seule chose à la fois. Mais il en choisit qu'un, il essaie toujours d'en choisir qu'un. Voilà, c'est ça. Il en choisit qu'un, à l'instant T, il en choisit qu'un. Et comment ça se fait du coup qu'il arrive? Il fait pas je veux le bleu, et puis j'avance, et puis oh non, je veux le jaune, et puis ah bah non, je veux le bleu, et non, je veux le jaune. Alors, parce qu'il y a plusieurs critères dans son choix. Au début, il n'a pas d'a priori sur tout ce qu'il voit. Donc, il voit un ensemble de choses saillantes dans son environnement. Et il va vers ce qui apparaît le plus gros, donc ce qui est le plus près. Ou, voilà. Donc, il choisit donc c'est toujours ce qui apparaît le plus gros. Et puis après, il associe l'interaction qu'il peut faire quand il arrive dessus. C'est-à-dire qu'après, il sait que ce qu'il voit d'une telle couleur, mettons, c'est mangeable, donc il y a une interaction positive. Donc du coup, il va le préférer parmi tout ce qu'il voit. S'il voit plusieurs choses à la fois, c'est ça qui va être élu. Et donc il va aller vers ça. Et c'est juste ça. Donc en fait, il y a juste un mécanisme de plus par rapport à l'apprentissage séquentiel, c'est juste le mécanisme qui permet de choisir parmi tout ce qui est saillant, qu'est-ce qui est le plus intéressant en termes d'interaction. Et un autre phénomène qu'on a implémenté, c'est qu'une fois qu'il est allé sur un truc, et que c'est pas intéressant, bah, il en tient plus compte, en fait, dans son champ visuel. C'est comme s'il oubliait, c'est comme s'il mémorisait quand même que celui-là, il y a été, que c'était pas très intéressant, donc ce qui fait qu'il va regarder d'autres choses, c'est ce qui lui donne son comportement exploratif. En fait, il ne tourne, on voit qu'il tourne un peu autour du mur que parce qu'il est attiré par des choses saillantes. Il n'a aucune intention d'aller contourner les murs. Mais par contre, on voudrait aller vers l'implémentation d'agents qui, d'eux-mêmes, même s'ils ne voient rien de saillant, aient envie de contourner le mur juste au cas où il y a quelque chose. Là, on tend vers ça, mais on ne sait pas bien comment. Vu qu'il va avoir l'habitude de se coller dans les murs, donc il sera qu'il ne faut pas avancer vers là. Ah oui, mais comme c'est des séquences, ça... C'est vrai qu'avec une mémoire énorme, il y arriverait à contourner les murs. Non, parce qu'il lui faudra une mémoire spatiale. Donc je vais y arriver à cette mémoire spatiale. Alors je vais approfondir un peu ce concept d'affordance. En fait, c'est cette idée que les objets qu'on reconnaît dans le monde, to afford en anglais, ça veut dire permettre, offrir ou être en mesure. C'est-à-dire que c'est l'idée que quand on voit un objet, ça nous invite à une certaine action. Donc l'exemple typique, c'est une poignée de porte qui nous invite à la prendre. C'est-à-dire qu'on a ce mécanisme psychologique qui fait que quand on reconnaît une possibilité d'action sur un objet, on a tendance à la faire. Donc là c'est ce phénomène qu'on appelle une affordance qui se situe à la frontière entre l'objet et le subjectif et nous. C'est-à-dire c'est la capacité d'un objet à suggérer une utilisation pour quelqu'un. Et donc on a plein de théories psychologiques qui nous disent que on voit le monde en termes de possibilités d'interaction. C'est-à-dire on catégorise les objets qui nous entourent en fonction des usages qu'on en a et des possibilités qu'on en a. Et on a tendance à répondre à ces possibilités d'interaction qui nous sont offertes, qu'on détecte dans l'environnement. Cette citation de Heinz Werner, qui est un psychologue du développement, dit les objets nous poussent à agir. Et c'est intéressant aussi de savoir que il y a des maladies neurodégénératives qui font que des personnes n'arrivent plus bien à contrôler leur comportement et ne peuvent plus s'empêcher de répondre à des affordances. Donc, par exemple, ils sont assis, il y a un verre sur la table, ils ne peuvent pas s'empêcher de prendre le verre. En fait. C'est-à-dire qu'ils voient cette possibilité, et face à une possibilité, on a naturellement tendance à la faire, sauf évidemment si on a des mécanismes de plus haut niveau qui permettent de choisir entre toutes les possibilités et contrôler notre comportement. Si ces mécanismes, s'il y a des pathologies dans lesquelles ces mécanismes de haut niveau fonctionnent moins bien, dans ces pathologies, les gens peuvent ne pas résister aux possibilités d'interaction qui sont offertes par leur environnement. Par exemple, ils rentrent dans une pièce, il y a un porte-manteau, ils vont poser leur manteau parce que ça s'automatise. En fait, c'est couplé avec ces mécanismes d'automatisation. C'est justement parce qu'on apprend à automatiser les choses en fonction de notre environnement qu'on a cette tendance naturelle, ces comportements qui nous viennent de répondre à ces possibilités d'interaction.
Alors en temps normal, quand on est pleinement conscient et qu'on contrôle notre comportement, on choisit parmi les différentes possibilités d'interaction qui s'offrent à nous, avec les intentions, etc. Mais s'il y a un problème, on peut avoir juste tendance à répondre à la possibilité d'interaction. Donc ça, on le sent très bien, par exemple, quand on a faim et qu'il y a de la nourriture qui sent très bon, etc. Là, on ne peut pas s'empêcher, en fait, quand on a vraiment très faim, on n'a même plus cette capacité de se contrôler soi-même. En fait, on répond, on ne peut pas s'empêcher de répondre au fait de manger. Donc voilà, le concept d'affordance capture cette idée, c'est-à-dire c'est un concept qui nous permet de parler de ce phénomène qui est lié au couplage entre un agent et un environnement. C'est pas les objets eux-mêmes, c'est-à-dire il y a des objets, par exemple une poignée de porte afforde la possibilité de l'ouvrir, mais ça afforde pour tous les êtres humains, mais c'est quand même lié au fait qu'on soit être humain. D'autres animaux ne vont pas connaître le comportement d'ouvrir la porte, donc ne vont pas réaliser ça. Donc la notion d'affordance, elle est à la fois objective liée aux objets, mais à la fois liée au sujet, c'est-à-dire c'est une possibilité d'interaction pour un sujet donné. Donc elle est bien située au niveau du couplage entre le sujet et l'objet, c'est pour ça qu'elle est utile pour nous pour réfléchir sur nos agents. Donc ça rejoint ce que je vous avais dit aussi dans le premier cours, que en fait on ne perçoit le monde, on ne connaît le monde qu'en termes de possibilités d'interaction. Donc c'est les théories épistémologiques, je vous avais parlé de Kant qui disait qu'on ne connaît jamais le monde en tant que tel, on ne connaît que les possibilités d'interaction qu'on a avec le monde. Donc ça rejoint ces idées-là. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est faire des agents qui détectent des affordances, donc c'est ce que je vous disais, donc qui détectent, qui arrivent à repérer que des objets permettent certaines catégories d'interaction. Alors pour ça, je vais aller un petit peu plus loin dans le formalisme que j'avais introduit la dernière fois. Donc je vous avais dit, le formalisme traditionnel, c'est de dire on a un agent qui reçoit des observations du monde, et puis qui interprète ces observations pour choisir une action. Donc nous, on ne fait pas ça, on raisonne dans l'autre sens. On dit on a un agent qui choisit des expériences du monde, donc on part de l'agent. C'est la chose clé, là, c'est que le cycle est inversé. Là, il part de l'environnement, nous, on part de l'agent. Donc on initie une expérience sur le monde, et on reçoit un résultat de cette expérience. C'est ce qui nous permet de raisonner sur les interactions. C'est-à-dire qu'on a pu créer l'ensemble des interactions, qui est l'ensemble des expériences fois l'ensemble des résultats. On pourra raisonner sur les interactions. Et c'est ce qui nous permet de faire cet aspect d'autoprogrammation qu'on a pu voir, parce qu'on va pouvoir séquencer les interactions, les organiser hiérarchiquement, alors que si on raisonne comme ça, eh ben, on n'y arrive pas, tout simplement, parce que si on séquence deux cycles observation-action, ben, on ne sait pas à quelle observation générale et action générale ça correspond, ben, on ne peut pas les séquencer. Donc là, on peut simplement dire deux interactions qui suivent, c'est une interaction suivante. Et puis alors, j'avais dit, on va même plus loin, carrément se débarrasser de la notion d'expérience et de résultat, en disant que finalement, on va complètement raisonner sur les interactions. Donc du coup, ça simplifie nos algorithmes, ça nous permet de mieux réfléchir à nos algorithmes. On va dire, plutôt que de dire, je fais une expérience, c'est-à-dire je veux toucher, j'ai un résultat A, j'ai touché quelque chose, ou alors je fais une expérience, je veux toucher, j'ai un résultat A, j'ai rien touché. Ben, on va complètement associer le fait de l'expérience et son résultat, ce qui est parfaitement logique psychologiquement, c'est-à-dire que si vous ne bougez pas, vous ne sentez pas. Les deux sont indissociables. C'est-à-dire l'expérience et le résultat sont absolument indissociables. Donc en modélisant comme ça, on est complètement cohérent avec les théories psychologiques. Donc on raisonne sur les interactions. Donc typiquement une interaction, c'est bouger et toucher en même temps. Donc l'agent il va dire je veux bouger et toucher en même temps. Puis l'environnement il va dire effectivement, parce que ça dépend pas que de l'agent, ça dépend de ce qu'il y a dans le monde. Donc l'environnement, s'il y a quelque chose, il va dire effectivement tu voulais toucher, bouger et toucher, et tu as effectivement bougé et touché, parce qu'il y avait quelque chose en face de toi, donc il va renvoyer l'interaction que je voulais effectuer. Ou alors s'il n'y avait rien en face de moi, il va dire tu voulais faire l'interaction toucher, mais en fait on a fait une autre, qui est l'interaction bouger dans le vide, ou n'importe. Voilà, donc j'avais introduit ce formalisme-là, qu'on appelle radical interactionnisme. J'avais dit que l'avantage de ça, c'est que ça permettait donc si on raisonne uniquement sur les interactions, ça permet un apprentissage récursif. Vous vous rappelez le schéma, je vais vous le montrer tout de suite derrière.
Alors aussi, bon, évidemment, l'exemple toucher est parfait, hein, puisqu'on voit bien que toucher, effectivement, c'est à la fois bouger et à la fois sentir. Mais on peut se demander si la vision, ça peut pareil. Effectivement, la vision, on a un peu l'impression quand même que c'est des données qui nous arrivent dans la figure. Mais en fait, ces données, cette impression est un peu est fausse en fait. C'est-à-dire qu'on a effectivement l'impression qu'il y a une image du monde qui nous arrive dans la figure. En fait, on a cette impression parce qu'on déplace nos yeux sur le monde et qu'on construit cette image dans notre tête. Donc même avec la vision, ce modèle interactionnel fonctionne aussi. Ce qui explique d'ailleurs l'expérience que je vous montre où les agents ont un système visuel qui fonctionne sur ce modèle-là. Donc là, comme je disais, le fait de raisonner sur les interactions nous permet de construire un ensemble plus élaboré d'interactions composites. Donc on va mettre l'ensemble des interactions, si vous voulez, va augmenter avec le temps, les gens vont apprendre de nouvelles interactions, et ce qui nous permet de faire cet apprentissage récursif. Alors à partir de là, oui, ce que je voulais dire, donc en fait, je présente ça. Mais dans le TP, on ne va pas aller jusque-là, en fait. Dans le TP, on raisonne comme ça, donc dans votre projet. Donc, on va rester à ce stade-là. Tout ce que je vous présente aujourd'hui, dans ce formalisme-là, c'est pour aller au-delà, c'est pour vous expliquer comment on fait pour aller plus loin. Alors, en fait, on va aller un peu plus loin. Notre problème, c'est de dire... Ok, les régularités dans le couplage entre l'agent et l'environnement, c'est pas seulement des régularités dans le temps, c'est aussi des régularités dans l'espace. C'est-à-dire qu'il peut exister des objets qui occupent l'espace et qui sont persistants, et ça va être extrêmement difficile de s'en rendre compte si on se base que sur des séquences d'interactions, parce que bon, croyez-moi, c'est difficile. On a été, en fait, pour faire des agents qui développent des comportements plus intelligents, on a été amené à rajouter quelque chose dans ce modèle, qui est de dire, on va amener des informations supplémentaires. On va dire, donc l'agent, il récupère l'interaction qui a effectivement été énactée, donc je voulais toucher, j'ai touché, mais en plus, on va lui apporter des informations qui simulent d'autres sens. On va lui apporter une information spatiale, en fait. C'est-à-dire on va simuler le fait qu'il ait la capacité de percevoir d'une façon ou d'une autre, à peu près, approximativement, où est située spatialement son interaction. On se base sur le fait que nous, par exemple, les humains, quand on interagit avec le monde, en général, on est capable de situer, au moins approximativement, au moins la direction de ce avec quoi on interagit. Donc typiquement, quand vous entendez un son, vous êtes à peu près capable de savoir d'où il vient. Quand vous voyez quelque chose, vous êtes à peu près capable de localiser autour de vous d'où ça vient. Et en fait, vous tirez cette information de différentes choses. Par exemple, un son, vous tirez cette information du déphasage inter-auriculaire, c'est-à-dire le fait que le son arrive d'abord à une oreille avant l'autre, ou il est plus fort à une oreille qu'à l'autre, ce qui vous donne des indices. Donc vous avez une information qui vous arrive, à partir de laquelle vous arrivez à extraire cette information spatiale de direction. En fait, nous, l'idée, c'est qu'on va fournir cette information à l'agent comme s'il avait à sa disposition quelque part cette information disponible qui lui permette d'estimer cette direction. Pour la vision, vous utilisez la convergence oculaire qui vous donne une idée de la position. Une question ? Cette information, vous la donnez comme si le référentiel c'était l'agent ou si c'était l'environnement ? Comme si c'était l'agent. C'est-à-dire égocentré par rapport à... Ouais. C'est le monde qui est par rapport à lui. Voilà, c'est ça. Alors par contre, on triche un peu, c'est qu'on la donne, on donne les coordonnées exactes. On donne les coordonnées approximatives, mais on donne les coordonnées. C'est-à-dire on ne donne pas une information à partir de laquelle il faudrait qu'il induise les coordonnées. Ah ouais, donc c'est une carte en fait. C'est une carte locale égocentrée. Donc je vais développer plus ça. Et on donne une autre information qui est la transformation spatiale, qui est le déplacement. Alors là, c'est une information qui correspond, si vous voulez, à votre système vestibulaire. C'est-à-dire on sait qu'on a dans l'oreille interne des petits accéléromètres qui nous informent
du déplacement de notre corps dans l'espace. Donc si mon interaction elle consiste à me faire bouger, donc typiquement l'interaction avancée, hein, dans l'exemple que je vous avais montré la semaine dernière, bah là on va lui renvoyer une information spatiale comme s'il avait un système vestibulaire qui lui dit bah, t'as bougé le temps. Évidemment ça va lui faciliter beaucoup la vie hein, par rapport à l'exemple que je vous montrais avant. Donc cette information vestibulaire, donc par exemple on sait que par exemple vous pouvez faire une expérience, vous mettez sur une chaise roulante, vous fermez les yeux, quelqu'un déplace la chaise, et vous vous rendez compte que vous êtes parfaitement capable de repérer, de pointer un objet qui était dans la pièce que vous aviez vu avant, bien que vous n'avez pas vu votre déplacement. C'est-à-dire vous sentez votre déplacement grâce à votre système vestibulaire qui vous permet d'être conscient de vos propres déplacements dans l'espace et qui fait que vous arrivez étonnamment bien. Si vous pointez, mettons, avant de fermer les yeux, vous dites, bah tiens, il y a un objet qui est là, quelqu'un vous bouge, etc. Vous arrivez très facilement à dire où était l'objet après votre déplacement. C'est-à-dire que vous avez ce sens qui vous informe de vos propres déplacements dans l'espace. Évidemment, ça vous aide énormément à organiser vos comportements dans l'espace. On va fournir cette information comme si notre agent il avait ce sens-là. Donc on peut l'implémenter dans un robot avec un accéléromètre. C'est-à-dire c'est les données de l'accéléromètre. On va le fournir à notre agent et on va voir ce qu'on va pouvoir faire à partir de ça. Donc si je reprends l'exemple de l'agent qui est dans la petite boucle, hein, vous vous rappelez, qui a les différentes interactions possibles qui sont touchées en face de lui, les carrés, touchés à sa gauche, touchés à sa droite, ou avancés. Ben, en fait, donc par exemple l'agent va dire ben, je veux toucher, au début il n'a aucune idée de ce que ça veut dire, il ne sait pas si c'est un mur, il ne sait même pas si c'est touché. Mettons qu'il touche un mur, donc on lui renvoie l'active d'interaction qui est toucher le mur. Et en plus, on lui dit la position spatiale. Donc, en l'occurrence, le carré, c'est devant lui, donc c'est position 1, 0. On lui voit la transformation spatiale, donc toucher, ben, il ne bouge pas, donc c'est 0. Par contre, les interactions avancées, ben, la transformation spatiale, en fait, c'est le monde, donc là aussi, c'est relatif à lui-même, donc en fait, c'est dans l'autre sens, c'est comme si le monde reculait, donc moins 1, 0 pour la transformation spatiale. Et quand il tourne, les interactions touchées, ben on lui envoie la rotation. Donc évidemment, ça l'aide énormément quand on fait ça. Je vais vous montrer tout de suite l'exemple. En fait, il va pouvoir, parce que il ne sait pas à quoi correspondent les interactions, c'est-à-dire il ne sait pas que le carré blanc devant, quand il tourne, ça correspond au même phénomène espace vide devant lui que le carré blanc sur le côté. Mais comme il a position spatiale, il va pouvoir se rendre compte que s'il a telle sensation touchée devant, et qu'après il tourne, qu'après il a telle sensation touchée sur le côté, il va pouvoir associer les deux, parce qu'elles se superposent spatialement. Et donc il va pouvoir se dire, il y a une catégorie de phénomènes dans le monde qui affordent ces deux types d'interactions. L'information touchée quand il est en face de moi, l'interaction touchée quand il est sur le côté de moi, donc il va pouvoir associer les deux. Donc évidemment, ça va lui faciliter beaucoup le travail. Là. Donc il fait comme tout à l'heure, comme la dernière fois, hein, il touche autour de lui au hasard, etc. Mais là, il a sa mémoire spatiale qui peut pivoter quand il sait qu'il tourne. Et donc il peut détecter des superpositions. Donc il peut associer les informations touchées latérales devant lui, etc. Donc du coup beaucoup plus vite, ou il peut beaucoup plus facilement associer aussi toucher devant et avancer. Donc beaucoup plus vite il arrive à faire le tour de la boucle sans se cogner au mur, parce qu'il comprend beaucoup plus vite qu'il y a deux catégories d'objets dans son environnement. Ce sont les objets qui permettent les interactions avancées, toucher vide à gauche, toucher vide à droite, etc. Qui sont l'objet en fait l'espace vide. Puis il y a l'autre catégorie d'objets qui est l'objet mur, qui affordent des interactions se cogner ou toucher un mur devant, ou toucher un mur à droite, ou toucher un mur à gauche. Alors là, la trace, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire c'est les séquences d'interactions qu'il apprend avec leurs valeurs. Et en plus, il a sa mémoire spatiale à l'instant T, qui lui dit, on peut dire devant lui, à sa gauche, à sa droite, et il repère quels sont les objets autour de lui, autour de son environnement, grâce à sa mémoire spatiale.
Donc en fait, comment il fonctionne, là, son mécanisme devient plus élaboré, c'est-à-dire que donc on se base toujours sur les séquences d'interactions qu'il réalise. Bon, ça c'est les interactions. Il y a toujours le mécanisme d'apprentissage séquentiel, hiérarchique qui est là, donc il va repérer qu'il y a des épisodes qui se suivent et puis les organiser hiérarchiquement. Et en plus, il a une mémoire spatiale centrée sur lui, où il peut placer ces interactions et repérer qu'elles vont se superposer, et donc repérer qu'il y a des objets qui associent ces différentes sortes d'interactions. Donc il va pouvoir classer ces objets, il va se dire ces types d'objets-là, ils offrent les interactions se rapprocher, manger, tourner en se rapprochant, etc. Celui-là, il va offrir tel type d'interaction, celui-là, c'est cogner, mettons, quand j'arrive dessus. Donc il va pouvoir commencer à catégoriser les objets du monde en fonction des interactions qu'elles offrent. Et après, ce qui fait que quand il fait une interaction, donc par exemple toucher devant lui, ça va pouvoir réévoquer le fait qu'il peut faire l'interaction avancée. Il aura associé toucher devant lui et avancé spatialement. Et donc ça va déclencher l'interaction avancée. Alors, donc je peux vous refaire, alors attendez, je vais sauter un peu, voilà, donc je peux vous refaire l'exemple visuel, où là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que c'est un peu comme avant, donc il y a les séquences d'interaction, mais en plus il est capable de les placer dans l'espace. Donc là elles sont placées dans le temps, si vous voulez, et là ça représente sa mémoire spatiale, il les place autour de lui, et quand lui il pivote, il fait basculer sa mémoire spatiale, et donc il peut repérer que quand il touche quelque chose d'un côté, alors qu'ensuite il tourne, ce truc se retrouve de l'autre côté. Si après il fait une autre interaction avec ce truc, il peut repérer que c'est avec le même truc, donc associer les interactions. Donc là c'est un peu comme au début. Comme la dernière fois, au début il tâtonne, il cherche un peu quoi provoque quoi, quelles interactions provoquent quels effets. Donc là, les interactions elles sont placées dans sa mémoire spatiale et donc elles se retrouvent toujours au même endroit parce qu'elles arrivent à être localisées. Donc c'est le fait qu'elles se superposent spatialement qui fait qu'il les associe. Voilà, donc là, il a appris le comportement en escalier. Donc les interactions avancées et tournées, c'est les petits carrés, les petits trapèzes. Et quand il les associe, il crée l'association qui est là. Qui donc commence à représenter l'objet mangeable. C'est comme s'il avait construit l'idée qu'il existe un type d'objet dans le monde qui est un objet mangeable. Alors du coup, ça nous permet de faire d'autres choses, ça nous permet d'introduire d'autres sortes d'objets. Donc là, pareil, il va vers lui, il le voit, c'est un peu fort de l'interaction de s'approcher, mais là, quand il arrive, hop, c'est un truc, on se colle dedans. Du coup, après, il peut choisir. Là, il en voit deux. Alors, il sait qu'il y en a un dont on se colle et un autre qu'on peut manger, donc du coup, là, il peut aller vers celui-là. Regarde bien vers celui-là, parce qu'il n'y a pas d'autre. Alors là, ça génère un comportement qui est typiquement le comportement d'un insecte qui est attiré par une lumière, qui ne peut pas s'empêcher d'aller vers la lumière, bien qu'en fait, il se cogne dedans. Alors, on a introduit une cible, il ne la voit pas, donc ça ne change rien. Là, il y a un moment à réaliser celui-là. Ce système visuel est extrêmement rudimentaire. Là, ça y est, il l'a repéré. Alors du coup, il est sorti là, puis après, il voit que celle-là est plus proche de celle-là. Voilà. Là, il voit à nouveau les deux. Et celle-là, il sait qu'il faut la manger vers celle-là. Alors là, on fait un truc amusant. Donc, on met celle-là, donc il la voit, puis après, on la cache. Et là, donc ce que je vous disais, alors, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il soit assez malin pour faire le tour, mais il ne le fait pas. Parce que c'est pas, ça demanderait encore d'autres mécanismes à implémenter, mais on ne sait pas encore bien, on ne sait pas comment faire ça. Le problème, c'est qu'il ne se désintéresse pas des objets. Oui, il ne se désintéresse pas de l'objet vert. Mais pourtant, c'est négatif dans la valeur, il n'aime pas ça. Ouais, mais alors, se cogner dedans, c'est négatif, mais se rapprocher, c'est positif. Ah. Donc en fait, comme il ne sait pas la distance, si on le laisse très longtemps, il va s'en désintéresser. Mais statistiquement, quand il y a un objet vert, il peut s'en rapprocher.
Et comme c'est positif, il essaye. Et en fait, tant qu'il ne sera pas suffisamment connu pour qu'il puisse se dire c'est plus probable, si j'essaie d'avancer, c'est plus probable que je le cogne plutôt que j'avance, du coup, il va continuer à essayer parce qu'il va espérer cette interaction positive qui est avancée et il ne peut pas savoir. En fait, ouais. Si vous faites persister le bleu dans sa mémoire, le corps, au moment avec la. Oui, alors, voilà, c'est-à-dire que. Sauf qu'on ne veut pas faire ça, on ne veut pas construire une carte en fait, parce que donc là, effectivement, la mémoire ça persiste pas très longtemps. C'est-à-dire que les interactions, donc on les place en mémoire, mais au bout d'un moment on les efface, parce qu'en fait on veut pas considérer qu'elles sont précisément placées, parce qu'en fait dès qu'on transfère ça dans un robot. En fait, le robot, il ne connaît pas précisément ses déplacements, il n'arrive pas précisément à placer les choses. En fait, il est totalement incapable de construire une carte. Enfin, si on voulait construire une carte et se baser dessus, elle ne serait pas suffisamment juste en fait, pour générer des comportements. On ne cherche pas, et on sait que les animaux ils y arrivent à faire une carte à peu près, mais ils ne construisent quand même pas une carte, c'est compliqué pour l'environnement, en tout cas les animaux alimentaires. Et donc en fait, on se sert de la mémoire spatiale juste à court terme. Pour qu'il puisse repérer que s'il fait une interaction devant, ensuite il tourne et ensuite il réinteragit avec ce truc, qu'il puisse repérer que c'est avec la même chose qu'il interagit. Naturellement, c'est pas que ce soit blessé, parce qu'il a vu, c'est qu'il est là pendant au moins 10 minutes. Ça dépend, non, pas forcément. Les choses peuvent disparaître aussi. Hein. C'est pas, il peut y avoir des objets qui sont là et puis qui disparaissent. Hein, ouais. Mais c'est sûr qu'il va falloir. En fait, quand on regarde là. Alors, si vous voulez, nous, on s'inspire de ce qu'on sait de l'architecture du cerveau. Donc, ça, c'est un cerveau humain, mais c'est pareil chez les autres mammifères et alimentaires. Donc, on sait qu'il y a différents canaux. Il y a notamment le colliculus supérieur qui constitue une mémoire égocentrée. À court terme de ce qu'on a autour de nous. Donc on est capable, c'est là en fait, c'est lui qui maintient, par exemple on peut faire des expériences dans des animaux où si on voit qu'il y a un objet qu'un possible mangeable, par exemple dans un poisson, si on voit qu'il y a un manger plutôt à droite, on voit que dans son cerveau ça s'active dans ce colliculus supérieur, plutôt dans cette direction. Et inversement, si on stimule électriquement cet endroit de son colliculus supérieur, ça va l'orienter dans cette direction. Donc on sait qu'il y a des zones du cerveau qui entretiennent cette correspondance avec les directions de l'espace autour de nous, et peut-être aussi la distance, plus ou moins, mais chez les animaux alimentaires, probablement la distance est très approximative, mais au moins la direction. Donc c'est ça qu'on code, c'est un des mécanismes les plus fondamentaux en fait, pour arriver à s'organiser dans l'espace. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres mécanismes plus élaborés, effectivement, qu'il va falloir qu'on code derrière. Donc ça c'est vraiment une connaissance égocentrée de ce qu'il y a autour de nous. Et effectivement, on sait que, par exemple, l'humain est capable aussi des référentiels allocentrés, c'est-à-dire qu'il est capable de se repérer sa position par rapport à un référentiel plus large. Par exemple, si je veux me déplacer de tel endroit à tel endroit dans cette pièce, on a des zones du cerveau, donc typiquement l'hippocampe, qui peuvent représenter en gros l'espace de cette pièce dans lequel je vais pouvoir simuler mon déplacement de manière allocentrée, c'est-à-dire pas centré sur moi, mais centré sur la pièce. Et cette même zone du cerveau, l'hippocampe, si je veux faire un geste de tel endroit à tel endroit, ben, il va construire un référentiel pour me permettre de simuler mon geste et contrôler mon geste. Donc, il y a tout un tas, c'est extrêmement complexe après le cerveau. Il y a tout un tas de possibilités de référentiels différents. Nous, on commence en fait par le premier, qui est le référentiel égocentré le plus simple. Mais effectivement, il faudra aller vers d'autres référentiels. Donc en fait, on a juste implémenté le where, si vous voulez, du supérieur colliculus, et puis le how, c'est-à-dire quelles sont les interactions qui sont permises par l'objet qu'on a repéré à tel endroit. Donc on repère un objet, on sait à peu près l'objet, on sait quelles interactions il propose. Le what, on l'implémente un petit peu en fait en envoyant la couleur, visuellement on envoie la couleur de la cible, et comme il arrive à repérer que telle couleur permet d'être mangée quand on arrive dessus ou de se cogner, il gère. Donc on a implémenté en gros ces trois fonctions, mais
il y a énormément de choses en plus à implémenter. Alors, dès qu'on rentre dans le détail, ça c'est un plan un peu plus détaillé du cerveau du mammifère. Je serai incapable de vous le décrire, mais il y a beaucoup plus de choses que ça à implémenter, ça c'est sûr. Alors, voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Alors ça pose plein de problèmes. Là, c'est vraiment un travail de recherche en cours. On ne sait pas bien encore comment faire tout ça. Ça pose notamment un problème qui est qu'à partir du moment où on ajoute ces informations supplémentaires de position dans l'espace et de déplacement dans l'espace, on perd cette propriété de récursivité qui nous intéressait quand on raisonnait sur les interactions. C'est-à-dire, je vous avais dit la dernière fois, on va pouvoir construire des interactions composites, puis l'agent, à un niveau plus haut, il va se dire, je vais réaliser cette interaction composite, il va complètement ignorer la boucle de bas niveau qui est les interactions primitives, il va récupérer l'interaction composite. Et donc, c'est cette récursivité qui nous permet de faire cet algorithme qui apprend indéfiniment. Et si on rajoute au niveau bas les informations de position et de transformation, on ne sait pas bien les reconstruire au niveau plus haut. C'est-à-dire, à la limite, l'information de transformation, ça pourrait être une composition de toutes les transformations des interactions primitives. Par exemple, s'il apprend la séquence avancée 2 fois, la transformation spatiale sera juste d'avancer de 2 cases, c'est-à-dire avancer d'une case plus avancer d'une autre case. Ensuite, tourner, ça va être... s'il avance et qu'il tourne, donc voilà, ça va être une transformation un peu plus compliquée, quoi. Donc déjà, ça, c'est pas forcément facile. Si d'abord il tourne, ensuite il se déplace, c'est pas pareil que s'il se déplace, ensuite il tourne, donc ça, il perd l'équivalence entre ces deux séquences. Et en plus, la position, c'est aussi difficile, c'est-à-dire que si une interaction est plutôt positionnée à tel endroit, mais qu'il apprend une autre interaction qui est peut-être positionné avec un autre endroit parce qu'il est en train d'interagir avec un autre objet, on ne sait pas bien comment les agglutiner. Bref, on a des difficultés à reconstruire la possibilité de cette récursivité, parce que du coup, on rajoute des informations là qui ne sont pas vraiment des informations liées aux interactions, mais qui sont des informations sensorielles. On y arrive un peu, on fait des compositions et puis on sélectionne que les interactions qui conservent toujours le même objet. Donc avec des petites règles, on s'en sort, c'est ce qui nous a permis de faire les expérimentations que je vous ai montrées. Mais au niveau théorique, comment tout ça s'articule, on ne sait pas bien. Alors, le fait d'avoir cette architecture-là, où on a un peu deux différents modules, on va pouvoir les faire réfléchir entre eux, enfin travailler entre eux. On a un module séquentiel, un module spatial. C'est pareil, on explore encore comment les deux s'articulent. Mais ça va nous permettre de pouvoir faire des simulations internes. Donc dans la mémoire spatiale, on va pouvoir simuler des séquences d'interaction. Donc ça, c'est une autre expérience que je voulais vous montrer. Donc là, il n'a toujours pas la vision, là, il n'a que le toucher, donc il ne voit pas à distance ce cercle-là. Ça, c'est sa mémoire spatiale, donc il place les touchés, puis donc quand il tourne, il met à jour. Et elle est encore à court terme, on les voit qui disparaissent au bout d'un moment. Mais sauf que là, en plus, on a rajouté la possibilité de simuler dans sa mémoire spatiale des séquences qu'il aurait apprises avant. Donc, plus ça va, plus il apprend des séquences élaborées, donc plus il fait des simulations longues. Donc en simulé, c'est en bleu, comme ça. Donc ce qu'on voit en bleu, c'est des simulations internes avant de choisir de ce qu'il pourrait faire. Et alors ce que ça nous permet de faire, c'est typiquement, c'est que du coup, donc, comme il arrive à repérer qu'il y a une cible, ça va lui permettre de choisir, en fait, donc d'avoir un deuxième niveau de choix. En fait. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte, là typiquement ce qu'il apprend, c'est que s'il simule qu'il peut tourner 2 fois et revenir en arrière. Donc il découvre ce comportement qui est un peu plus élaboré,
qui lui permet, donc en fait, il arrive à faire une forme de raisonnement, en fait, du fait qu'il arrive à faire cette simulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va se dire, bon bah, il découvre, en faisant différentes simulations, qu'il va pouvoir trouver une technique pour aller vers cette cible. C'est très explorateur, mais disons que c'est... donc l'idée, c'est qu'il a tendance à aller vers la cible parce que les interactions offertes par la cible sont positives. Mais c'est juste une tendance, c'est pas un objectif en soi. Et à partir du moment où il est capable de repérer qu'il y a un objet qui correspond à une cible et à faire des simulations pour arriver à cet objet, ben, il est capable de traiter cet objet comme un objectif en soi. Bon, c'est très exploratoire. Je le refais. Donc au début, il pioche les interactions au hasard, il ne fait pas de simulation parce qu'il n'a pas appris de séquence. En fait, c'est là simplement. Il a réussi à faire une simulation où il revient sur la cible et donc il choisit. Alors là, il ne sait pas qu'elle est là. Hop là, il sait qu'elle est dans sa mémoire et donc du coup, il revient dessus. Mais ce comportement, on n'avait pas. Donc là, il ne sait pas qu'elle est. Le fait qu'il ait pu la tracer dans sa mémoire fait qu'il développe ce comportement qui est un peu plus élaboré, qui est de faire un tour complet pour revenir dessus. Et là, bon, à partir de ce moment-là, il va revenir sans arrêt dessus, donc jusqu'à ce qu'on enlève. Là, c'est là, donc il ne sait pas qu'elle est là, il va pas sortir, et dès qu'il la sent, il va refaire ce comportement de venir dessus. Donc en fait, on arrive à monter d'un niveau d'apprentissage grâce à cette simulation. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui avant qu'on passe aux travaux dirigés. Mais on va pas, les travaux dirigés, on ne va pas aller jusqu'à ça. On va continuer dans ce qu'on a commencé la semaine dernière. Oui, c'est ça. C'est un raisonnement, c'est essayer de réfléchir à savoir. Ouais, en fait, ça permet plus de créativité, c'est-à-dire ça permet de tomber, c'est-à-dire le fait qu'il puisse simuler ces séquences dans l'espace fait qu'il arrive à se rendre compte de choses dont il n'arriverait pas à se rendre compte s'il n'y avait que l'aspect séquentiel. Alors pas de là parler de raisonnement, c'est des prémices, quoi. Voilà. D'autres questions ou... Non, alors on va reprendre les travaux dirigés, on va faire comme on a l'habitude de faire, donc on va se faire une petite pause, mais avant je vais vous expliquer l'exercice d'aujourd'hui. Donc on est toujours dans la même logique, on a toujours notre agent qui a un bit de choix, il peut faire deux expériences, il y a un bit d'input, il peut recevoir deux résultats sur ces expériences, donc il n'y a toujours que 4 interactions possibles. On a... oui, alors on a... donc on avait l'environnement 0, il veut faire 1, il reçoit R1, il veut faire 2, il reçoit R2. On avait fait l'environnement 1, il veut faire 1, il reçoit R2, il veut faire 2, il reçoit R1. On avait fait l'environnement 2, pardon, où il doit alterner pour obtenir R2. Ça on avait fait. Donc on va maintenant implémenter un autre environnement, qui est l'environnement 3. Alors l'environnement 3,
il va se comporter comme l'environnement 0 pendant les 10 premiers cycles, et puis ensuite comme l'environnement 1. Il va falloir qu'il apprenne déjà à s'adapter une première fois, comme s'il était donc à découvrir, parce qu'on va bien sûr on va vouloir faire un agent qui marche à la fois dans l'environnement 0, l'environnement 1, l'environnement 2, l'environnement 3. Donc il va falloir qu'il s'adapte comme il avait fait jusqu'à présent, si c'est le 1, le 2 ou le 3, le 0, le 1 ou le 2. Et en plus, il va falloir qu'il ait cette capacité, si jamais ça change, à se réadapter. Donc l'implémentation de l'environnement 3, ça va être ça. Donc tant qu'on est dans les 10 premiers, alors ça c'est peut-être arbitraire, on peut mettre autre chose. Tant qu'on est dans les 10 premiers pas, on se comporte comme l'environnement 0, c'est-à-dire si je fais E1, je récupère R1, si je fais E2, je récupère R2. Par contre, après le 10e, si je fais E1, je récupère R2, et si je fais E2, je récupère R1. Je vois donc on va et pour réussir à faire ça, on va faire comme on a commencé à faire la dernière fois. C'est-à-dire qu'on avait ce mécanisme où il apprend des associations, ce que j'ai fait, ce que je dois faire. S'il fait E1, il reçoit R1, et s'il refait 1, il reçoit nouveau R1. Donc en fait, il apprend ça. Il fait d'abord IA1, il apprend l'association IA1, IA1. Donc après, il reconnaît que quand il a fait IA1, il peut refaire IA1 derrière. Si c'est positif, il va refaire IA1. Sauf que quand l'environnement va changer, il va apprendre autre chose. C'est-à-dire qu'il va apprendre, à un moment donné, ah, j'ai fait IA1, mais derrière j'ai fait IA2. Donc on va avoir deux propositions. C'est-à-dire que dans un cas, il aura fait IA1, puis il aura eu IA1. Dans l'autre cas, il aura fait IA1, il aura fait IA2. Donc il va falloir un agent qui arrive à gérer le conflit. C'est pour ça qu'on fait cette idée. Donc pour pouvoir réussir à faire ça, en fait on va se retrouver avec deux propositions dans le même contexte, parce qu'en fait il aura eu deux expériences différentes dans le même contexte, et il va falloir choisir entre ces deux propositions. Et comment on va choisir? On va choisir, en fait ce qu'on va se faire simplement c'est les compter, donc elles vont avoir un poids. Donc on va compter combien de fois, quand il a fait IA1, il a eu IA1, on va associer un poids. On va compter combien de fois il a fait IA1, il a eu IA2, on va associer un poids. Et puis pour choisir, on va prendre celui qui a le poids le plus fort, c'est-à-dire du coup celui qui est le plus probable par rapport à son expérience. Donc du coup ça va marcher comme ça. On va juste rajouter un poids sur les interactions composites. Donc tout ce qui est en vert, là, c'est ce qui va changer par rapport à ce qu'on a fait mardi. Donc à la fin du pas de tenter, on va toujours enregistrer une interaction composite, c'est-à-dire on va enregistrer l'interaction j'ai fait à T-1 et j'ai fait à tenter, mais si elle existe déjà, on va la renforcer. On va lui associer un poids. Donc une interaction composite maintenant, ça va être une pré-interaction, une post-interaction et un poids. Et si elle n'existe pas encore, on la crée avec le poids 1, et si elle existe, on renforce son poids 5. Et ensuite, au moment où on doit faire notre décision, on va faire comme avant, c'est-à-dire on va activer toutes les interactions qui matchent, donc toutes les interactions composites dont la pré-interaction est égale à l'interaction compatible-là, qu'on vient juste de faire. Mais seulement on va se retrouver avec plusieurs interactions activées, puisqu'on a eu différentes expériences. Dans le même contexte, on a pu avoir différentes expériences. Donc pour chaque interaction activée, on va créer une proposition, c'est un peu plus compliqué, on va créer une proposition donc, pour la post-interaction, c'est-à-dire ce qu'on doit faire ensuite. Donc pour l'expérience de la post-interaction, c'est-à-dire, donc par exemple, l'interaction I1 va être activée. Sa post-interaction, c'est je veux refaire IA1. Son expérience, c'est je veux faire l'expérience IA1. Et on va lui mettre une valeur en fonction du poids, en fonction de combien de fois on a fait IA1. Donc on va appeler cette valeur une proclivité, c'est une tendance à refaire IA1. Et sa proclivité, ça va être le poids de l'interaction composite, c'est-à-dire plus on a fait IA1, plus on va avoir tendance à le refaire, multiplié par la valeur, c'est-à-dire en plus, on va l'en faire si c'est une valeur positive. Donc plus c'est probable qu'on refasse I1 et que ce soit positif, plus on va avoir tendance à le refaire. Par contre, si c'est négatif, ça veut dire que c'est probable que ça se produise. En plus c'est négatif, plus on aura une tendance négative à le faire, c'est-à-dire plus on va éviter de le faire. Et donc,
pour chaque expérience, c'est-à-dire E1 ou E2, on va regarder quelle est sa proposition totale, c'est-à-dire qu'il va y avoir peut-être plusieurs interactions activées qui vont proposer une expérience. On va regarder sa valeur de proposition totale et on choisira l'expérience qui est la plus forte. Alors ça devient un petit peu plus compliqué. Donc je vous ai donné un peu du code. Donc la classe interaction, elle ne change pratiquement pas. On a toujours nos interactions composites avec des pré-interactions, des post-interactions. Simplement, on rajoute un poids. Et le poids, c'est juste pour se rappeler combien de fois, quand on a fait cette pré-interaction, on a fait derrière cette post-interaction. Ouais, donc je vous ai mis le code du mécanisme de décision. Donc en fait, on va créer une liste de propositions qui sont générées par les interactions activées. Donc cette liste de propositions, on va la créer de cette façon. On va regarder quelles sont les interactions activées, donc ça c'est ce qu'on a programmé la dernière fois. Donc get activity interaction, c'est celles qui sont activées par le contexte courant. Pour chacune de ces interactions qui ont été activées, on va créer une nouvelle proposition. On va la créer, donc une proposition, ça va être proposé de faire une expérience. Donc on va dire c'est une proposition pour cette expérience-là, c'est-à-dire que c'est l'interaction activée, sa post-interaction, son expérience qu'on va proposer. On va mettre le poids, qui est le poids de l'interaction activée, c'est-à-dire plus on a fait ça souvent, plus on va vouloir en faire, multiplié par la valence de ce qu'on va faire. Donc le code, je préfère mettre le code parce que vous allez pouvoir réfléchir dessus. Et puis donc, on va regarder si cette proposition, elle n'existe pas, on la rajoute dans la liste. Si elle existe déjà, on ajoute simplement sa propriété, c'est-à-dire la tendance est à ça. Donc on ajoute la propriété. Ensuite, on place toutes les propositions et on prend la première de la liste, c'est-à-dire qu'on prend la plus forte. Et à ce moment-là, l'expérience qu'on va choisir, qui est proposée, ça va être juste la première. Bon, j'espère que ça vous inquiète pas trop. Le code est là. Donc les traces. Alors là, je vous ai mis les traces qu'on est censé obtenir. Alors, c'est les traces qu'on était censé obtenir dans l'exercice précédent. Donc, motivation 1, environnement 0, c'est les traces qui sont là, que je vous ai montré la dernière fois. Motivation 1, environnement 1, c'est les traces qui sont là. L'exercice qu'on a fait mardi, c'est des traces un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il fait E1, il reçoit R1. Bon là, il a un learn parce qu'il avait des valeurs par défaut, mais ça comme ça. Ensuite, il refait E1, il reçoit R1. Donc à ce moment-là, il apprend l'interaction composite. E1R2 du coup d'avant suivi de R1. Ensuite E1 R1, donc il apprend l'interaction composite, ce qu'il a fait avant, suivi de ce qu'il a fait là, etc. Et donc ça c'est l'exemple de l'agent 2 dans l'environnement 2 où on voit qu'au bout d'un moment, donc, il apprend à alterner E1 R2, E2 R2, E1 R2, E2 R2. Donc c'est ce genre de traces qu'on cherche à obtenir encore, et maintenant avec l'agent 3. On va voir qu'il faut changer ce qu'on a eu de l'exercice de mardi. Non. Bah non, parce que faut. Donc il faut finir. Alors en fait ça va être ça va être le dernier. Le problème que je vous ai posé aujourd'hui, ça va être le dernier. Hein, on n'ira pas plus loin derrière. Donc on aura cette séance là pour le faire. Et on aura aussi la séance de mardi prochain pour le faire. Donc il ne faut pas s'inquiéter. On n'ira pas plus loin derrière. On n'arrivera pas à faire un agent qui arrive vraiment à exécuter des interactions composites. Donc vraiment ce que je voulais vous montrer simplement, c'est cette idée. Donc de raisonner sur les interactions
composite avec un poids pour pouvoir gérer des situations qui sont un peu probabilistes en fait. Voilà. Et donc ça, une fois qu'on l'a fait, il faudra le rendre avec notation, etc. Ouais. Donc ça, il faudra le rendre pour le 15 avril. Donc on a eu 1 heure là pour le faire ensemble et on aura encore 1 heure et demie la semaine prochaine pour le faire ensemble. Et plus une semaine pour finir encore. Et plus vous aurez encore même 2 semaines en fait pour finir. Donc ça doit être jouable normalement. En théorie. En théorie. C'est pas assez... Bon là c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué vu comme ça, mais je pense qu'on devrait y arriver quand même en réfléchissant de... Vous avez des questions peut-être? Ah oui, je vous ai pas montré la classe proposition. Non. Donc en fait, je vous invite à créer une classe proposition. En plus, ça va être un petit cours de Java, donc qui va implémenter l'interface comparable. Et on va créer une proposition pour proposer des expériences. On va vouloir qu'elle puisse être comparée de façon à prendre la proposition la plus élevée. Donc, une proposition, ça va avoir un attribut expérience, c'est quelle expérience elle propose. Donc, il y a un attribut proclivité qui est un entier, qui est le poids, si vous voulez, de cette proposition. Et donc, quand on va créer une proposition, on va dire je crée une proposition pour telle expérience, avec telle proclivité. Donc, on va implémenter la méthode compare2, qui nous permet de comparer 2 propositions. Et donc, en gros, une proposition sera supérieure à une autre si sa valeur de proclivité est supérieure à une autre. Donc là, il y a le code. Donc on utilise la méthode compare2 de la classe integer. Et en fait, donc on comparer 2 propositions, ça va être juste comparer sa valeur de proclivité. On va aussi implémenter la classe equals pour pouvoir comparer l'égalité de 2 propositions. On va dire 2 propositions sont égales si elles proposent la même expérience. Donc, si une interaction activée va créer une proposition pour sa post-expérience, si la proposition existe déjà dans la liste, donc si elle est égale à une proposition qui existe déjà, on va ajouter simplement sa proclivité, donc on aura une méthode add proclivité pour ajouter sa proclivité. Si la proposition n'existe pas déjà, on l'ajoute dans la liste. Et après, on prend la proposition la plus élevée. C'est quoi déjà la proclivité? Alors c'est... Poids des expériences. Alors, je vais reprendre ce schéma-là. Donc, vous êtes dans le contexte où vous avez fait IA1. Vous avez eu des expériences contradictoires avant. D'abord, vous avez l'expérience. J'ai fait IA1, je pouvais faire IA1 derrière. Et puis après, vous avez l'expérience. J'ai fait IA1, j'ai fait IA2 derrière. Donc en fait, ces deux interactions composites, elles proposent des suites contradictoires. Donc il va falloir les classer si on veut faire le choix entre l'une et l'autre. Donc la proclivité, c'est le poids, c'est un mix, si vous voulez, entre le poids, entre la probabilité d'obtenir IA1 ou IA2 et la valeur, la valence. C'est-à-dire si IA1, donc c'est ce qui va nous permettre de dire si j'ai une grande probabilité de pouvoir réaliser une interaction qui en plus est très positive, alors la proclivité elle doit être haute. On va multiplier la probabilité d'obtenir cette interaction par sa valence, et ça va être la proclivité. On va être, pour raisonner, c'est la tendance de l'agent à faire ça, à choisir ça. C'est-à-dire si c'est sa confiance que ça puisse se produire multipliée par la valence si je réussis. Et donc en fait, quand j'ai le choix entre 2 choses, je vais comparer. Donc en fait, quelque chose qui est très probable mais qui a une petite valeur, je vais le balancer à quelque chose qui est
peu probable mais qui a une grande valeur, ça va être à peu près équivalent. Mais si j'ai quelque chose qui est très probable avec une grande valeur, ça va passer devant quelque chose qui est peu probable avec une petite valeur. Donc on multiplie les deux. Et c'est ce qui fait que du coup il va choisir celle qui est le plus probable et qui a la plus grande valeur. Et donc il va bien réussir à réaliser des interactions positives dans tous les environnements où on va le mettre. Bon, je passerai dans les rangs pour en discuter. De toute façon, il faut finir déjà l'exercice de mardi. Je pense que tout le monde ne l'avait pas fini. Et je pense qu'en le finissant, ça va clarifier les choses.